Ça fait bizarre d'être en direct. En fait, je sais même pas si je suis en direct déjà. Ah oui, je suis en direct. Hello, hello. Bonjour. Bonjour. Bon, là, il est quoi? Il est 13h20. Et je me suis dit, donc, autant mieux faire ce direct maintenant au lieu de repousser et après ne pas pouvoir le faire. Donc, désolé déjà parce que hier, je n'ai pas pu faire le direct à 20h parce que quand j'ai fini de faire ce que je devais faire, comme je vous ai déjà expliqué, je suis allée me reposer. Je voulais juste me reposer 10 minutes sur le canapé, mais j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 23h. Donc, voilà. Maintenant que je suis posée, je suis à la maison. En plus, je travaille pas. Vous vous demandez bien, mais comment celle-ci elle peut lancer un direct à 13h? Elle n'est pas à l'hôpital. Bah non. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'hôpital pour toute cette semaine. Franchement, ce sont mes premières vacances, hein. D'autant plus que déjà, je devais avoir les vacances il y a quoi? J'avais pris les vacances pour fin octobre, début novembre. Et juste le jour d'avant, là, il y a mon supérieur qui m'a dit, Mariette, tu vas pas aller en vacances parce qu'on a besoin de toi à l'hôpital et tout. Donc, du coup, je n'étais pas allée en vacances. Coucou. Euh, Bonjour tout le monde. Donc, je suis en train de parler là et du coup, bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Ce ne sera pas un live trop long, hein, parce que je me suis dit que j'allais répondre un peu à quelques de vos questions. Si vous avez des questions, quoique j'ai quand même déjà reçu quelques questions, du coup, soit sous mes vidéos sur YouTube, soit ici sur Instagram un message. Donc, on va aller vite. On va aller vite parce que mon Go elle n'a pas beaucoup de temps. Et en plus, comme je suis à la maison, du coup, je dois aussi m'occuper de ma fille et tout ça là. En tout cas, bref. Allons-y, lançons-nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lancer. Coucou à tout le monde. Il y a qui? Attendez que je dise coucou à tout le monde, vu on n'est pas nombreux, hein. Il y a Meta Jennifer, bonjour. Euh, Emma Bolo, bonjour. Qui encore? Mou, désolée hein, si je prononce mal. Moutira. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Bonjour ou alors bon après-midi. Thérèse à la douce. Ouh, quel joli nom. La douce. Michel Tsana. Bonjour. Stevie Kenyé. Bonjour. Loulou. Après, c'est beaucoup de chiffres. Et bon, voilà. Bon, première question. Les questions que je reçois le plus souvent, c'est est-ce que si j'ai étudié hors de l'Union européenne, est-ce que je peux venir en Allemagne? Est-ce que si j'ai un diplôme d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, est-ce que je peux venir en Allemagne et obtenir une équivalence? Donc, franchement simple, hein. Oui. Oui. Tu peux le faire. L'Allemagne, c'est un pays qui ne dit pas, toi, tu viens de tel pays, on ne te veut pas. Non, c'est juste, si tu viens de ce pays-là, tu essayes de voir la procédure que tu dois mener, que tu dois suivre, en fait, pour pouvoir obtenir l'équivalence de ton diplôme obtenu hors de l'Union européenne. Donc, pour ceux qui ont un diplôme qu'ils ont obtenu en Union européenne, c'est vraiment le parcours est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que on a un tronc commun par rapport avec ceux qui ont étudié hors de l'Union européenne. Le tronc commun, il s'agira tout juste d'avoir l'approbation de passer le FSP, le Fachsprachprüfung. Mais ceux qui ont étudié hors de l'Union européenne, après ce Fachsprachprüfung, ils vont encore faire le Kenntnisprüfung, qui est donc un test de connaissance de langue médicale. Alors que le Fachsprachprüfung, c'est vraiment par rapport à la langue médicale. C'est juste pour voir comment est-ce que vous pouvez communiquer avec vos collègues, avec les patients. C'est juste ça, comment est-ce que vous parlez. Et franchement, c'est assez simple. Moi, comme on me demande souvent, c'est comment c'est simple. Si tu es bien préparé, on ne te demande pas d'aller parler de façon comme un Deutschsprach là. On ne te demande pas de parler comme si l'allemand, c'était ta langue maternelle. On sait très bien que tu vas faire les erreurs. Moi, j'ai fait les erreurs. Je fais encore les erreurs même quand je parle. Surtout parfois, tu as tellement de stress. Tu alignes de ces mots qui n'ont pas de sens et après, tu dis stop.
tu reprends ton énergie et puis tu te remets à parler. Donc, c'est juste ça. Tu vas faire les erreurs, mais c'est compréhensible. On sait très bien qu'avec le stress et tout, l'allemand, c'est pas ta langue et ils savent que l'allemand, c'est une langue compliquée. Donc, ils vont te laisser tranquille. Donc, voilà. Ces deux questions-là, elles reviennent beaucoup. Donc, je me suis dit que j'allais répondre assez rapidement. Maintenant, la procédure qu'il y a spécifiquement à suivre quand on n'est pas membre de l'Union européenne. Moi, bien que je ne sois pas membre de l'Union européenne, mon parcours est différent parce que je viens, comment dire, pour un regroupement familial. Quoique je n'ai pas attendu le regroupement familial avant de venir, j'avais déjà étudié en Italie, j'avais déjà un permis de séjour qui me permettait de venir en Allemagne. Donc c'est pour ça que, est-ce que vous pouvez réellement calquer le parcours que vous allez suivre par rapport au mien? Non, mais vous pouvez déjà vous en inspirer et ensuite prendre les informations. Les informations, elles ne sont pas difficiles à avoir, hein. Vous tapez juste sur Internet par rapport à l'ambassade dans le pays où vous vous trouvez. Vous allez obtenir les informations. Tout est sur Internet. Franchement, les gens, ils posent souvent les questions. Je me dis, non, en fait, je ne suis pas l'ambassade, je ne suis pas le consulat, je ne travaille pas pour l'Allemagne. Et si tu vas voir ces informations-là, c'est vraiment facile. Tu tapes sur Internet, tu vas voir. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pas eu un conseiller qui m'a tenu la main et qui m'a dit toutes les étapes que j'allais suivre. Ces étapes-là, je vous les dis parce que je suis passée par là et que j'ai expérimenté. J'ai fait même mes propres erreurs. Et il y a des choses que j'aurais pu faire plus rapidement et je ne l'ai pas fait parce que voilà, quoi, je ne savais pas. Mais voilà, cherchez aussi et puis vous allez forcément trouver. Donc voilà, déjà par rapport à la première question. J'ai vu une question qui a défilé là. De Emma Bolo. Le FSP est-il difficile? Je le passe en un mois. Ma chérie, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. En fait, tout dans la vie, quand tu es bien préparé, tu vas à l'examen de façon... Tu es confiante en fait. En règle générale. Et comme je dis, c'est un test de langue. Si tu as déjà un niveau B2, c'est pas comme si quand tu vas aller là-bas, on va te demander de parler, je ne sais pas moi quoi. Pour le FSP, on te demande d'utiliser beaucoup plus de formules de politesse, le conjonctif, mais en soi, c'est pas... Tu vas parler avec un médecin qui se fait passer pour un patient. Et maintenant, en fonction de la région où tu es, il y en a aussi beaucoup qui utilisent le dialecte. Moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Le patient, un médecin qui se faisait passer pour un patient, en fait, il parlait en dialecte. Et du coup, tu dois, si tu vois que tu ne comprends pas, tu fais comprendre que tu ne comprends pas. Est-ce qu'il pourrait s'exprimer en allemand? Mais tu le dis vraiment de façon polie. Donc, voilà. Après, ce n'est pas compliqué. Si tu as déjà ton truc là. Tu as déjà ton diplôme, donc c'est que tu as déjà des connaissances. Ce qu'on va te poser comme question, les cas qui vont revenir, c'est beaucoup des cas sur les infections, les pneumonies, comme j'ai déjà pu le dire. Quoi d'autre encore? Les infections intestinales. Qu'est-ce qui peut encore bien revenir? Les infarctus, oui. Les calculs rénaux. Ces choses-là, ça revient vraiment assez. Après, j'ai eu mon collègue du coup aussi qui a passé le FSP il y a de cela quoi, quelques jours à peine. Et du coup, quand il a passé cet examen-là, il a dit là-bas qu'il faisait le stage en orthopédie parce qu'il aimerait être orthopédiste. Donc, le cas qu'il a eu, c'était le Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall, c'est le... Comment est-ce qu'on dit ça en français? Le disque vertébral là, entre deux vertèbres, quand ça se déplace, du coup, ça vous donne des douleurs, ça donne la sciatique et tout ça. Voilà. Il a eu ce cas-là parce qu'on s'est dit, bon, on s'est dit qu'il travaille, il fait déjà le stage là-bas et tout, il devrait avoir la connaissance. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé. C'est vraiment, ils sont pas là pour vous faire échouer, hein. Pas du tout. En fait, ils aimeraient que vous passiez. Pour eux, si vous échouez, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est vrai, vous allez revenir payer encore, mais en même temps, ils se sont déplacés là-bas. C'est pour que vous passiez, que vous gonflez un peu aussi les rangs des médecins allemands. Donc, du coup, ils n'ont rien à y gagner à ce que vous échouez. Et on ne demande pas là-bas que le diagnostic que tu fasses soit forcément juste. On veut voir la logique qui t'a amené là-bas. Et même si je dis logique, c'est beaucoup plus vraiment, comme j'ai dit, la langue. Le FSP, c'est la langue à 100%.
C'est pas une question de test de connaissance, c'est juste, oui, là maintenant vous allez parler peut-être de la pneumonie, tous les examens que tu vas faire pour pouvoir déterminer que c'est une pneumonie ou pas. Et après, on va te demander, et pourquoi ça, et pourquoi est-ce que tu as besoin de ces valeurs-là, comment est-ce qu'il faut que ces valeurs-là, est-ce qu'elles doivent être élevées ou bien basses et tout. Et bref, c'est ça. Mais c'est juste question de communiquer, c'est pas pour voir si tu es le meilleur médecin au monde. Parce que même les meilleurs médecins, franchement, ils font les erreurs. En plus, moi, je le vois, même avec mon chef en orthopédie, c'est mon chef, c'est le chef de l'orthopédie, je le vois comme mon pacha. Mais à vrai dire, il y a des choses que lui aussi, il ne connaît pas et il te fait comprendre qu'il ne connaît pas. Et en plus, c'est toi qui dois lui expliquer. On ne connaît pas tout dans la vie. C'est pour ça que parfois, quand je regarde souvent les séries, je me perds, hein, désolée, je me perds. Mais quand je regarde souvent les séries médicales, là, il y a la série des Good Doctor. Chaque fois que je regarde ça, mon mari, j'ai toujours, mais il ment. Parce que tu vas voir des médecins là-bas, on te dit qu'il est chirurgien, il fait de la chirurgie générale, mais tu le retrouves en train de placer un fixateur externe sur le tibia. Non, c'est un orthopédiste qui le fait. Ou alors tu vas les voir en train de faire quoi, je sais pas moi, d'opérer au niveau du cerveau. Non, c'est un neurochirurgien qui le fait. Donc, bref, ils te font souvent des opérations, même du cœur. Tu te dis, non, vous abusez quand même un peu. Mais, bref, les séries la mentent beaucoup. Dans la réalité, tu te rends bien compte que on ne connaît pas tout. Même ton supérieur ne connaît pas tout. Tu lui apprends aussi souvent des choses et toi aussi tu apprends d'eux. Bon, je regarde encore s'il y a une question. Voilà, merci Emma. Hernie discale, oh là là, franchement, hein, mon cerveau est tellement mélangé de langues que je me perds. C'est exactement ça, hernie discale. Après, tu as dit merci pour tes précieux conseils. J'ai juste peur de ne pas tout comprendre à ce que dit le patient. Il parle en général très vite. C'est vrai, il parle en général très vite, mais comme j'ai dit, tu fais comprendre que tu n'as pas bien compris ce que le patient voulait exprimer. Tu parles avec le patient, en fait, il est en face de toi. C'est comme dans la vie en général, il y a des gens qui, même en français, parlent tellement vite que tu ne comprends pas. Et donc, du coup, tu leur demandes de se répéter. Mais comme j'ai dit, il faut toujours que tu le fasses de la façon la plus polie possible. Utilise beaucoup de conjonctifs, tu mets aussi beaucoup de bitters. Tu vois, donc voilà, ça aide pour qu'on voit que tu es vraiment convivial, que tu aimes prendre soin de tes patients en fait. Et donc voilà, même si dans la vie réelle, parfois il y a des patients qui sont chiants et que... Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Après, j'ai aussi reçu une question là de quelqu'un qui m'a demandé si mes collègues m'ont accepté. Franchement, j'ai pas eu grand problème avec mes collègues. Ça s'est bien passé. Il y a juste eu une seule ma collègue de l'enfer, c'est la go là vraiment. Je dis, je dois faire une vidéo sur elle parce que en plus là, elle est encore revenue dernièrement là, la go. En fait, elle n'est plus là, mais elle vient toujours de temps en temps voir comment ça se passe et tout parce qu'en plus elle a démissionné, elle a décidé de partir. Moi, j'ai dit non, je veux rester polie. Moi, je suis quelqu'un de poli. Je veux pas commencer à sortir les gros mots. Mais en tout cas, à chaque fois quand la go là, moi je sais pas ce qu'elle voulait avec moi. Je veux pas commencer à trop bavarder ici là parce que sinon le direct va trop durer. Mais en tout cas, la fille là, je sais pas ce qu'elle me voulait. Et en plus c'était mon supérieur direct. Direct, c'était pas, non, c'était peut-être, il y avait un intermédiaire, c'était directement le chef de la station. Et avec elle, c'était un grand problème. Un jour, elle s'est levée, elle a commencé à crier sur moi. Dans la salle, on n'était que deux. Mais elle s'est dit que parce qu'on n'est que deux, ça ne va pas sortir. Mais moi, j'ai mes limites en fait. Je peux supporter beaucoup de choses. Mais arrivé à un certain niveau, je ne suis pas ton enfant. Même à ton enfant, tu ne parles pas comme tu me parles. Et je m'en fous que tu aies passé une bonne journée, une mauvaise journée, que ta go t'ait fait quoi. Je m'en fous. Tu ne me parles pas comme ça. Et moi, je ne vais pas commencer à discuter avec toi parce que je ne suis pas quelqu'un, je ne discute pas avec... Comment est-ce que je peux dire? Si je ne te considère pas, je ne discute pas avec toi. Moi, je ne vais pas directement voir ton supérieur. Et je ne vais pas voir ton supérieur qui est juste au-dessus de toi avec qui tu vas souvent taper des blagues. Non, je ne vais pas voir le supérieur de tout le monde. Comme ça, là, c'est le dernier niveau. Là-bas, on prend la décision. Soit c'est toi, soit c'est moi. Donc, bref, je vais vous faire une vidéo sur la go là parce que franchement, elle voulait ma peau.
Mais voilà quoi, au final, j'ai eu sa peau. C'est comme ça que ça s'est fini. Mais je vais vous faire une vidéo sur elle parce que il faut souvent ça, il faut apprendre à gérer les relations au boulot. Et je pense qu'il y en a souvent beaucoup qui subissent en silence et qui se disent que non, je vais supporter parce que voilà quoi, je suis là, je suis étrangère, je n'ai pas trop mon mot à dire, peu importe ce qu'on me fait, je vais toujours apprendre de... Non, il y a des situations, il faut qu'il y ait des conditions qui soient bien réunies pour que tu puisses même apprendre de certaines personnes. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, peu importe ce que la personne peut t'apporter, ça ne va pas rentrer dans ton cerveau en fait. Et il faut apprendre à te faire respecter. Apprendre à te faire respecter, ce n'est pas commencer directement à aller dans la confrontation avec la personne. Moi, je fais les choses vraiment de façon douce. Je sais pas, je parle pas beaucoup. Encore avec l'allemand, moi, ça me casse le cerveau. Formuler les phrases en allemand, c'est comme la mathématique. Je vous dis ça maintenant. C'est vrai qu'avant, je vous disais que non, c'est pas compliqué. Mais je vous dis ça parce que maintenant, je réussis à m'exprimer. Mais voilà, quoi, quand tu es au début, c'est mieux de te dire que c'est facile et que tu vas t'en sortir, tout ça, tout ça, tout ça. Mais là, maintenant, là, moi, je discute pas. Non, et je suis quelqu'un de trop sentimental quand tu dépasses les bornes. Parfois, je pleure. Je pleure pas parce que tu m'as trop fait mal. Je pleure parce que je me dis que pour moi, c'est trop d'émotions. Il y a des choses que je ne supporte pas et voilà quoi. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que la go, là, comme je vous ai dit, elle voulait ma peau, mais au final, c'est moi qui ai eu sa peau. Et je n'ai pas eu à discuter avec elle, on ne s'est pas bagarré. Je n'ai pas crié sur elle comme elle a crié sur moi dans toute la station, comme si j'étais... Non, même son enfant, elle ne parle pas comme ça. Bref. Ça va commencer à m'énerver, donc mieux je passe même sur elle. Mais sinon, avec tous les autres collègues, ça s'est toujours bien passé. Quand j'avais des questions à poser, je posais mes questions, j'avais des réponses vraiment assez rapidement. Hein. Donc voilà, on s'entend plutôt bien. Il y a même un groupe en fait de tous les médecins dans lesquels on se parle, juste nos supérieurs qui ne sont pas là, du coup les Oberarzt, Oberärztin et le grand chef qui ne sont pas dans ce groupe-là, mais sinon tout le reste on est là, parfois ils organisent souvent des sorties, quoique moi je ne suis pas encore sortie avec eux parce que mon emploi du temps, moi je leur dis souvent, franchement on ne peut pas avoir le même emploi du temps parce que moi j'ai un enfant, vous pouvez vous permettre de finir le boulot, je sais pas moi, à 15h, 16h, 17h et après vous dire que vous allez prendre une bière, déjà je ne bois pas de bière. Mais non, moi, il faut que je rentre, que je vois ma fille, que je passe du temps avec elle avant qu'elle ne dorme parce qu'elle dort assez tôt. Donc, non, je ne vais pas rentrer chez moi à quelle heure? 21h, 22h, juste aller me coucher et puis ressortir. Et encore que, tellement je ne suis jamais sortie avec eux qu'il y a un de mes supérieurs avec qui j'avais opéré qui m'a demandé, mais Mariette, c'est comment tu bois pas d'alcool, c'est la religion, parce en fait, ils pensent tous que je suis musulmane. Mais au final, ils ont fini par comprendre dernièrement, vendredi dernier, que je ne suis pas musulmane. Parce qu'encore une fois de plus, ils m'ont offert une bière. Bon, le boulot était fini et tout ça c'était fini. Du coup, il y a un collègue qui est venu à la bière et tout. Et du coup, ils m'ont ramené un verre et tout. Ils m'ont dit, tu veux boire? J'ai dit non. Et tellement, ça avait déjà circulé entre eux que moi, je ne bois pas d'alcool, qu'ils m'ont dit... Et finalement, ils ont eu le courage de me poser la question, mais c'est quoi, Mariette, tu ne bois pas d'alcool ou c'est comment? Et ils voulaient déjà enchaîner sur la religion, tout ça. Je leur ai dit, non, je bois gain de l'alcool, mais je ne bois pas de bière, je bois du vin. Si vous avez du vin, je bois du vin. Mais... Et du coup, ils se sont tous mis à rire et tout. Et ils ont compris qu'ils étaient un peu fâches, juste que la bière, c'est pas mon goût. Voilà. Après, attendez, je regarde un peu vos messages parce que j'ai vu que vous avez écrit. Et du coup, il y a Malice qui dit c'est pas dans le sujet. Please, si tu as une petite minute, s'il te plaît, peux-tu me faire un retour? Merci d'avance. Un retour sur quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, dis-moi un retour sur quoi? Bonjour Sadi, bonjour Nelly, bonjour ma chérie. Est-ce que tu pourrais nous parler du salaire d'un médecin résident en Allemagne, une fourchette? Bien évidemment, en plus je voulais vous faire une vidéo dessus vraiment pour vous parler de façon spécifique parce que les salaires en Allemagne ne sont pas cachés. Par rapport au salaire, du coup c'est une question de Laura. Les salaires ne sont pas cachés, c'est sur internet en fonction du Bundesland. Où tu résides, tu auras une fourchette qui varie. Maintenant, je vais vous parler du salaire brut.
parce que maintenant, en fonction des situations familiales de tout un chacun, le net, ça varie. Dans mon Bundesland, le salaire, si je me rappelle bien de mémoire, ça varie entre 4500. Est-ce que je suis juste? Je ne sais pas si c'est 4300 ou bien 4500 le minimum et ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à 4009 le brut. Maintenant, c'est quand tu commences, du coup, quand tu as la première année de spécialisation. Ça, c'est la première année de spécialisation. Maintenant, chaque année que tu montes, le salaire aussi, il augmente de quelques centaines d'euros. Je crois que c'est varié entre quoi? Je sais pas si c'est entre 300 et 400 euros, peut-être 200 et 300 euros. Donc, il y a un stuffe pour chaque niveau. Celui qui est en première année de spécialisation ne va pas toucher le même salaire que celui qui est en deuxième année de spécialisation. Donc, ça, c'est dans mon Bundesland. Maintenant, et moi, je suis dans le sud. Dans le sud, on paye assez bien. Par contre, quand tu es dans le nord de l'Allemagne, du coup, vers Berlin, là-bas, les salaires ils sont tellement minimes que je te dis non. En tout cas, pour moi, en fait, pour moi, je ne me voyais pas aller vivre là parce que pour moi, les salaires je trouvais ça c'était trop bas. Après, maintenant, on va me dire peut-être que la vie aussi, peut-être que la vie aussi là-bas, elle n'est pas trop chère. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais vécu là-bas et puis je suis déjà allée à Berlin, ça me plaît pas. C'est une ville trop cosmopolitaine, il y a trop de choses bizarres. C'est comme Milan. Tu arrives là-bas, il y a de tout. Et tu te dis comment est-ce que tu peux faire grandir un enfant là-bas. Donc, non. Pour moi, Berlin, c'est... Peu importe que la vie soit chère, qu'elle soit moins chère, je préfère vivre où c'est cher et où je sais que je peux faire grandir mon enfant dans une condition que j'estime quand même stable, quoi. Il n'y a pas trop de ouais bizarre dans les alentours parce que moi à chaque fois que j'y vais toujours je me dis mais comment est-ce que les gens ils font grandir les enfants là-bas, comment ça se passe, tu n'as pas peur pour l'avenir de ton enfant parce que tu vois de ces choses, bref. Donc voilà pour la fourchette de prix et comme je t'ai dit ça varie. Maintenant il y a des Bundesland, comme je t'ai dit, ça peut aller pour le brut à partir de quoi, 3009, 4000 et puis monter pour un maximum de 4005, tu vois. Maintenant, quand je te dis ça, quand tu vas maintenant aller postuler, quand tu postules, vous ne discutez pas de salaire. On ne discute pas pour le salaire en Allemagne. C'est clair. Comme je t'ai dit, il y a une fourchette, tout le monde le sait. Tu vas te renseigner et maintenant, au moment de signer le contrat, là, tu vas découvrir un peu si t'ont rajouté quelque chose par rapport au minimum ou pas. Moi, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'ils avaient rajouté beaucoup. Ils avaient rajouté assez. Donc, voilà. Et maintenant, comme je t'ai dit, en fonction de ta situation familiale, maintenant les impôts, ils vont passer dessus. Combien est-ce qu'ils vont couper? Si tu es marié, que ton mari aussi, il travaille ou que ta femme, elle travaille, vous allez devoir aussi choisir la classe avec laquelle on va vous couper. Moi, je sais que là maintenant, c'est vrai que il faut pas que je m'étale trop quand même sur mes finances, mais sinon, là maintenant, j'ai pris la classe où on coupe le plus en fait, pour les couples, où on coupe le plus parce que mon mari aussi travaille et il touche bien. Donc, si on devait nous couper pareil, si on devait prendre juste qu'on nous coupe la même chose, on allait perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est moi qu'on coupe plus. Mais en soi, mon salaire, il reste toujours très bien. Je ne me plains pas, tout ça. Bref, ça va. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais encore dire par rapport à ça? Je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair. Comme je t'ai dit, c'est sur Internet. C'est pas caché. Et tu ne vis pas mal. Pour un médecin, franchement, tu ne vis pas mal. Pour un brut, ça va. Et quand on te coupe... Il y a tellement de choses qu'on coupe en Allemagne, tellement. Franchement, moi, je comprends même pas. Il y a des choses que je comprends pas. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a des choses, quand je vois sur ma fiche de paye, on te demande de payer solidarité. Sauf que j'ai pas ma fiche de paye là. C'est que j'aurais pris ça et j'aurais pu lire et tout. Mais il y a des choses que tu comprends pas. On te coupe l'assurance santé. Mais à côté de ça, il y a encore les assurances. Il y a encore un argent qu'on paye et qu'on envoie à une assurance spécialement pour les médecins, du coup, pour ta pension. Je pense que c'est ça. Il y a la solidarité, il y a le truc pour
le flegme. Donc, genre, si tu es malade et que tu as besoin de recevoir des soins à la maison, du coup, on te coupe aussi ça. Bref, il y a tellement de choses qu'on coupe. Après aussi, ce qui peut aussi faire varier considérablement ton salaire, c'est si tu fais les heures supplémentaires, c'est pas que ça paye pas trop. Ce qui paye bien, c'est quand tu fais justement le service d'appel d'urgence, le Rufbereitschaft, pour ceux qui font dans la chirurgie. Donc, du coup, ça paye. Si tu es aussi dans un hôpital universitaire, tout ça là, si tu fais les gardes aussi, ça, ça paye bien. Parce que moi, j'ai mon collègue, là, lui parle bien de son salaire et tout. Oh là là, il ne cache rien. Il ne cache rien. Donc, du coup, quand il a reçu son premier, son truc là, quand il a commencé à faire les diensts, à faire les gardes de 24 heures, il m'a dit, et ça paye, mais tellement bien. Ça paye bien, franchement. Mais sauf qu'après, moi, je ne suis pas pressée de faire ça parce que je me dis, ça fait encore moins de temps que je vais passer avec ma famille. Donc, tu touches bien, mais après, tu n'as même pas le temps pour dépenser. Tu n'as même pas le temps pour passer avec ta famille. Ça sert à quoi? Donc, en plus, même quand ils m'ont annoncé ça, moi, le jour qu'ils ont fait le planning, que j'allais commencer à faire les gardes, parce que je vais commencer à faire les gardes en février, parce que le chef a donné son OK. Moi, j'étais là, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, vous êtes sûr? Le chef, il a dit OK. Parce qu'il n'avait même pas parlé avec moi, il ne m'a même pas dit que j'allais commencer à faire ça. Et après, du coup, ils ont vu que j'étais un peu stoïque, quoi. Ils m'ont dit, mais c'est bien, tu vas gagner plus. J'ai dit, oui, tu vas gagner plus, mais après, est-ce que j'aurai encore le temps pour aller dépenser l'argent? Donc, c'est chacun qui voit. Moi, en tout cas, ce que j'avais déjà, ça m'allait bien. Attendez, je regarde un peu si vous avez encore mis des questions. Attendez. Donc, oui, ça, c'était la question du salaire. Ah, il y a Malice qui dit qu'elle voulait laisser un DM. Oui, laisse ton DM, ma chérie, laisse ton DM, je vais te répondre. Ah, il y a Emma Bolo qui me dit ton mari. Et elle me pose la question, ton mari est-il aussi médecin? Non, non, God sei Dank, non, Dieu merci, non. Tu imagines, quand moi je vois mon programme, s'il fallait que mon mari là, il soit aussi médecin, ma chérie, on ne pouvait pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. En fait, vous allez faire ça comment? Mais je vois, en fait, parfois quand je regarde les couples de médecins, je me dis, vous faites comment? Comment? Oui, bon. Non, comment? En fait, je n'arrive pas à comprendre. Parce que ça veut dire, dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui va devoir se sacrifier et tu vas pas vouloir. Je sais pas. Non, en fait, non, je n'arrive pas à concevoir la chose. Après aussi, par rapport à mes collègues, à chaque fois quand tu leur demandes toujours, et sinon ta copine ou alors ta femme, et les médecins, ils te disent toujours, oh Dieu, mais sinon, franchement, sinon, comment est-ce que j'allais faire? C'est impossible, on peut pas. Donc, pour te dire comment tout le monde a conscience du fait que tu peux pas être médecin, travailler en plus en hôpital universitaire et avoir aussi un partenaire qui est médecin, c'est pas viable, c'est un truc qui n'est pas viable. Encore que j'avais vu un médecin, il y a mon mari qui était parti voir un médecin et tout, et du coup il lui a raconté que sa femme est médecin et qu'elle travaille dans un hôpital universitaire. Le gars il a dit quoi? Il faut dire à ta femme de vite démissionner parce que là-bas on fait trop travailler les gens, elle va travailler comme une malade. Parce que lui il a dit qu'il avait commencé dans un hôpital universitaire, tellement il travaillait. Après 2 ans de mariage, sa femme a demandé le divorce parce qu'ils ne se voyaient pas. Donc je comprends, mais bon, on verra bien comment nous on va gérer. Dans quel hôpital tu travailles? Laura, franchement, tu veux que je te dise dans quel hôpital je travaille? Est-ce que je t'ai dit que je voulais donner toutes mes informations comme ça sur Internet? Je travaille dans un hôpital universitaire, mais je ne vais pas te dire où exactement. Je travaille dans le sud. J'aimerais tellement pourquoi faire mon stage Erasmus avec toi. Avec moi, ma chérie? Hey, pardon, je ne veux pas le stress. Non. Je déteste avoir les étudiants qui sont machins. Je déteste parce que, comment dire, je ne suis plus concentrée. J'aime être concentrée quand je travaille. Quand je travaille, je ne bavarde pas beaucoup. C'est rare que tu vas me voir tenir un grand discours quand je travaille. Et quand tu es encore un étudiant, il faut que tu prennes le temps de lui apprendre. Je suis vraiment pas bonne à ça. C'est ça qui est vraiment bizarre. Je suis vraiment pas bonne. Et pourtant, je suis dans un hôpital universitaire que je serai toujours confrontée à ça. Mais
Non, ma chérie, il faut pas faire ton stage avec moi. Tu vas beaucoup t'ennuyer. Moi, je parle pas beaucoup. Euh, c'est vrai que comme ça, vous allez me voir sur les réseaux et je partage les vidéos et tout ça. Mais dans la vraie vie, parfois, je me demande comment est-ce que les gens ils font pour être amis avec moi parce que j'estime que je suis naze. Je suis naze. Parce qu'à côté, si les gens qui sont autour de moi ne sont pas les gens bavards, moi, je parle pas. Je suis toujours dans mon coin. Je n'appelle même pas beaucoup les gens, même de ma famille. Bref, je suis quelqu'un de très, très, très renfermé, si elle-même. Très. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Parfois, même mon mari me dit comment tu fais. Comment tu fais? Tu te dis que tu vas faire les vidéos sur Internet. Bah, parce qu'après, quand tu finis de faire ta vidéo, tu fermes ton téléphone, tu peux l'éteindre, tu peux le déposer. Le temps, puisque je ne suis pas quelqu'un, je ne reste pas beaucoup avec mon téléphone. Du coup, moi, là, on peut m'écrire. Et ça passe des jours avant que je ne voie. Comme là, vu que je ne suis pas allée travailler, j'ai pris mon téléphone, je suis allée un peu sur WhatsApp et j'ai vu que j'avais des messages depuis mardi de la semaine passée. Depuis mardi, des membres de ma famille. Franchement. Donc, non, je ne te souhaite pas de faire ton stage avec moi. Où moi je suis, c'est bien, hein, c'est bien. Mes collègues, ils sont tip top. Tu vas bien te plaire avec eux, mais bon, avec moi, je suis pas sûre. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à toutes les questions qui étaient là sur Instagram. Après, j'avais encore reçu une autre question de quelqu'un qui me demandait où trouver les livres pour apprendre l'allemand, mais qui ont des traductions en français. En français. Je crois que c'était une fille. J'ai pas pris le nom. Ma chérie, si tu veux apprendre l'allemand, en fait, même pour toutes les langues, peu importe, parce que moi j'ai aussi appris l'italien. Pour toutes les langues, peu importe la langue que tu veux apprendre, tu ne dois pas prendre un livre où il y a les traductions en ta langue maternelle. Parce que ça va comment dire, euh, ça ne va pas pousser ton cerveau à aller chercher de lui-même les traductions, aller chercher de lui-même ce que tel ou tel mot veut dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand tu achètes un livre et que tu commences un livre pour apprendre une langue, c'est vrai, tu ne comprends pas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai appris que Guten Morgen, ça voulait dire bonjour. Et c'est vrai que si on ne me disait pas, je n'allais pas le savoir. Mais par contre, ce sont des choses que, en fait, c'est quand tu cherches, c'est quand tu vas faire quelque chose qu'au final, cette chose-là reste dans ta tête. Mais sinon, si on t'apporte tout sur un plateau d'argent comme ça, pour toi, ce sera là tellement évident que quand tu vas te retrouver dans la vie pratique où il faudra vraiment appliquer ces choses-là, ça ne va pas te revenir parce que tu n'avais pas fourni d'efforts pour avoir l'information. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. N'achète surtout pas de livres où il y aura déjà toutes les traductions en ta langue maternelle. Ça va trop te faciliter le travail pour au final te rendre le travail trop compliqué. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Tu peux acheter les livres que j'ai conseillés dans mes vidéos. Et en plus, sur toutes mes vidéos, je mets toujours les liens des livres là parce que ce sont les livres que je trouve super bien conçus. Tu as toutes les informations. En plus aussi, ce qui est bien avec ces livres-là, c'est que ils utilisent un mot aussi en fonction du contexte. Donc, dans le contexte, tu peux comprendre la chose. Surtout, ce qui est la chose qui est vraiment très pernicieuse avec l'allemand, c'est que ils ont beaucoup de mots qui sont synonymes, mais qui aussi en même temps, en fonction du contexte dans lequel tu les utilises, tu peux pas tous les utiliser dans le même contexte. Je prends un exemple. Zusammen und gemeinsam, ça veut dire la même chose, pratiquement. Mais il y a des contextes dans lesquels tu ne peux pas les utiliser comme si c'était des synonymes en fait. Après, je ne vais pas commencer à vous faire un cours de grammaire allemande parce que je ne suis vraiment pas la meilleure. Mais en tout cas, je vous dis, l'allemand, c'est une langue qui te demande de faire beaucoup de calculs dans tout ce que tu dois. Peu importe la phrase, comment est-ce que tu la formules, tu dois calculer chaque mot, comment est-ce que tu le mets. Et ça te prend tellement de temps. Ça m'énerve. Mais bon, je vais persister. Je vais persister parce que après, j'ai pas le choix. C'est un challenge que je me suis donné aussi, apprendre une nouvelle langue comme ça. Est-ce que si c'était à refaire, j'allais le refaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en soi, franchement, la vie en Allemagne, moi, ça me plaît. La vie en Allemagne, ça me plaît. C'est vrai que maintenant, quand je dis par rapport à la langue, que c'est compliqué et tout ça. Mais c'est compliqué maintenant que j'ai fini d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Maintenant que j'ai fini
d'avoir tous les diplômes que je devais avoir pour pouvoir travailler. C'est maintenant que je le dis. Mais s'il fallait le dire avant, je n'allais pas le dire. Maintenant que je le dis, que je travaille, que je vis ma best life, tout ça là, je peux vous raconter tout et n'importe quoi, vous dire que c'est compliqué, tout ça, vous décourager. Ne vous découragez surtout pas par rapport à mes mots. Entre-temps, moi, je vis ma best life en Allemagne. Donc, chacun va midi à sa porte. Donc voilà. Après, je sais pas combien de temps déjà mis cela. Je voulais pas durer parce que après, j'ai aussi d'autres choses à faire encore. Attendez. Ah, Laura a répondu en disant, tu n'es pas naze, ne pense pas ça, mais tu comprends. Je comprends, merci. Ok, Laura. Ok. Thérèse à la douce a demandé comment a été ta première opération. Superbe question, superbe question. Franchement, je ne m'y attendais même pas. Mais ma première opération, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose que je me rappelle bien de ma toute première opération. C'était pour les premières opérations où on te met dessus. C'est souvent plus pour faire des biopsies. Tu vas pas faire la résection entière de la tumeur. C'est beaucoup plus les biopsies qu'on te met dessus. Donc, ma première opération là-dessus, c'était... En fait, non, c'est souvent soit ça, soit un hématome Hausreumung. Du coup, il y a quelqu'un qui a un hématome qui s'est blessé. Du coup, il y a une grosse poche d'hématome qui s'est formée. Du coup, il faut nettoyer tout ça. Ou alors un abcès aussi. Un abcès qu'il faut nettoyer. Donc, c'est souvent ça les premières opérations quand tu viens de commencer. Donc, moi, du coup, ma première opération, comment vous dire, je crois que je venais de commencer, ça faisait à peine 1 mois. J'apprenais encore à manipuler le système parce il y a tout un programme informatique il faut savoir manipuler. Tu dois aussi savoir où est-ce que tu es dispatché chaque jour, si tu seras en salle opératoire, si tu seras en ambulance, si tu seras à la station, tout ça, tout ça. Et moi, je ne savais même pas. C'est le matin, il y a mon collègue qui me dit, mais... Ah, Mariette, est-ce que tu es contente parce que tu as ta première opération? Mais moi, j'étais là, mes premières opérations, pardon, j'étais pas au courant, tout ça. Il me dit, mais c'est tous les jours, en fait, tu dois regarder. Donc, on finit le Frühbesprechung, la réunion du matin, là. Et du coup, il faut que j'aille en salle opératoire. Sauf que quand tu pars en salle opératoire et tout, il faut commencer à préparer la salle où est-ce qu'on va coucher le patient. Après, quand les anesthésistes ont fini d'endormir le patient, maintenant, il faut mettre le patient sur le lit, le préparer, rendre le champ complètement stérile, tout ça, tout ça. Et moi, tellement, je n'étais pas préparée, j'étais tellement ailleurs que j'étais dans la salle, mais c'est comme si c'était même pas moi qui opérais. Pourtant, c'était moi qui devais faire tout ça, d'autant plus que j'étais le premier opérateur. Donc, du coup, mon supérieur qui est venu, qui était là, choqué, regarde comme ça. Et puis, on me parle, je suis là. En fait, j'étais dans les nuages, je ne comprenais même pas, tellement j'étais impressionnée. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent me mettre sur une opération? Je ne suis pas prête. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis là-bas? Donc, je ne comprenais pas. Donc, du coup, c'est lui qui a fait ça. Et moi, j'étais seulement là en train de suivre, oui, apporter ça, apporter ça. En plus, encore, au début, quand moi, je venais de commencer là, il y avait des choses comme me disait, va chercher ça en salle opératoire, le bugle. Je ne savais pas c'était quoi un bugle. Tu me dis, va chercher le bugle. J'étais là. En fait, j'étais vraiment perdue. Hein. J'étais perdue. Donc, du coup, après, au final, c'est encore lui qui vient, il prend et tout. Et du moment, ça, c'est le bugle. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Maintenant, je le fais de façon automatique. Mais pour vous dire, au début, je ne connaissais rien. Même quand j'avais étudié en Italie, je ne sais même pas combien de fois je suis rentrée en salle opératoire. Je crois, franchement, hein, pour vous dire la vérité, je suis entrée en salle opératoire réellement pour dire que je vais assister à une opération en Italie 0 fois. 0 fois, parce que toutes les fois où je suis entrée, c'était quand je faisais mon stage et que mon coordonnateur, justement, c'était un anesthésiste, c'était le chef de l'anesthésie. Et donc, du coup, il était tout le temps en salle opératoire. Donc, je partais réellement... je n'entrais même pas en salle opératoire. J'étais juste là au niveau où on faisait les anesthésies pour les patients. Les anesthésistes préparaient les patients et tout. Après, lui, il avait sa petite salle à côté. Et donc, du coup, j'étais juste là avec lui. Je m'habillais, je mettais juste mes habits pour entrer en salle opératoire, mais je n'entrais pas effectivement en salle opératoire. C'était juste pour entrer et parler à mon supérieur. Donc, en réalité, je n'ai jamais assisté à une opération. Donc, je ne savais même pas comment est-ce que ça se passait.
Quand tu arrives, il faut que tu te laves les mains. Il faut savoir comment je te lave les mains. Quand je vous dis que les films américains, je ne sais pas si c'est qu'ils mentent ou si c'est que c'est vraiment comme ça que ça se passe aux États-Unis. Mais chez eux, c'est du style, tu arrives, tu prends le savon, tu te grattes la peau. On dirait que tu vas te retirer la peau. Non, chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas aussi hard. Parce qu'en plus, si tu fais ça, ta peau, elle va commencer à peler. Dernièrement, j'avais la peau qui pelait tellement tout le temps. Tu utilises toujours le désinfectant là. Donc voilà. J'ai fait tout ça. En fait, tu entres même en salle opératoire. Oui, on me montre encore comment est-ce qu'il faut se laver les mains. Je peux pas me laver les mains. Après, il faut maintenant que tu viennes enfiler les habits stériles là et tout pour aller opérer. Moi, j'enfile ça. Je sais même pas comment est-ce qu'il faut porter. J'étais vraiment nulle de chez nulle. C'est pas possible. Je vous dis la vérité, nulle. Donc, je fais tout ça. Et à chaque fois, il y avait toujours les infirmières qui me disaient, Mariette, attention, tu ne dois pas toucher la table. Mariette, attention, tu dois rester stérile. Parce que j'avançais comme si j'étais en roue libre. Je ne respectais rien de chez rien. Maintenant, c'est moi qui prends souvent les étudiants. Je leur dis, non, viens, c'est comme ça qu'on fait ça. Non, quand tu as déjà porté ton habit, tu dois rester à un certain niveau. Assure-toi de ne pas bouger. Les mains doivent rester croisées comme ça sur ta poitrine pour que tu restes bien stérile. Quand tu marches, il faut que tu marches de façon latérale et pas aller de façon frontale parce que sinon, tu peux prendre beaucoup de bactéries et après, le champ ne sera plus stérile. Bref, au moment même d'opérer, je vous raconte tout ça, mais au moment même d'opérer, ma main tremblait quand on m'a donné le couteau. J'étais là, ma main tremblait. Donc, j'ai pris le couteau et j'étais comme ça. Et du coup, il y a mon supérieur qui a pris ma main et il m'a dit, regarde bien, tu vois, ça, tu vas faire une petite incision de 5 cm maximum. Tu fais l'incision, tu coupes. En plus, il y a la façon de tenir les objets. Donc, franchement, il m'a tenu la main au final. C'est même lui il a fini l'opération. Pour vous dire la vérité, je n'étais que là pour observer. Ce qui fait qu'ensuite, maintenant, pour faire les autres biopsies, je suis toujours assistée. Je ne dis pas que j'opère de façon selbstständig. Je suis pas, comment dire, je suis pas encore indépendante, d'autant plus qu'on n'opère jamais de façon indépendante. Là-bas, non, on est toujours assisté. C'est pour ça que je vous dis, il faut. Les films américains, ils mentent beaucoup. Quand on te dit que oui, tu es le premier opérateur, c'est comme si ton supérieur, il n'est même plus là pour tenir un objet. Alors que non, ils sont toujours là. Et donc voilà. Après, c'est un travail d'équipe. Ma première opération, ça a été un fiasco. On me demandait même le nom du patient, je ne connaissais même pas. Normalement, tu dois connaître même les valeurs, les valeurs s'il a une infection en cours, s'il a besoin d'un antibiotique avant l'opération ou après l'opération, s'il aura besoin d'un anticoagulant, si le patient prend déjà un anticoagulant, se rassurer qu'il a arrêté de prendre l'anticoagulant avant. Mais tu regardes tellement de choses. Tu regardes même avant de donner un anticoagulant, il faut regarder ses valeurs de... comment dire, la créatinine, le GFR, c'est trop important en fait. Avant de donner n'importe quoi à un patient, tu dois t'assurer de voir ses valeurs, de lire même, de lire en fait sa lettre, je sais pas comment dire ça, son dossier, de lire son dossier. Donc autant de choses que je ne connaissais pas maintenant. Quand j'entre en salle opératoire la veille, je lis tous les dossiers des patients que je dois opérer, même si je ne suis qu'assistante. C'est important parce que tu sais jamais quand est-ce que ton supérieur va te poser une question. Si ça. Parfois même ton supérieur, il n'est pas là. Il arrive juste pour commencer à prendre le couteau et opérer. Donc du coup, c'est toi qui fais tout le premier boulot là, qui est fatigant même souvent. Et donc, voilà quoi. Après, maintenant ça va. Je gère mieux. Je suis plus préparée. Donc, excellente question Thérèse. Merci pour ta question. Il y a Inès. Tes cheveux, tu fais quoi pour avoir d'aussi jolies ondulations? C'est un twist out, ma chérie, c'est un twist out. Il n'y a pas de magie. J'ai fait un twist out sur cheveux étirés. Donc, c'est seulement ça. Après, bien évidemment, j'ai lavé mes cheveux. J'ai pris soin de mes cheveux, comme je fais toujours. Et après, maintenant, c'est une question de manipulation. Comme je vous dis toujours, en fonction de comment tu manipules tes cheveux, le résultat sera toujours différent. Et merci pour le compliment. Il y a Winnie Lena qui dit je travaille également dans un hôpital. Pourquoi les chirurgiens en Allemagne préfèrent les opérations? Pourquoi les chirurgiens en Allemagne préfèrent les opérations? Parce qu'il y a des opérations qu'on ne peut pas éviter.
Il y a des opérations qu'on peut pas éviter. Il y a des opérations que... Il y a des fois, on refuse d'opérer le patient. Donc, non, c'est pas que on préfère les opérations. Je pense que peut-être tu parles... En fait, ça dépend de quel réparto. Ça dépend de... Comment dire? Ça dépend de quelle station. Parce que je sais qu'il y a beaucoup souvent sur Internet qui disent que oui, les gynécologues sont toujours en train d'opérer, ils veulent toujours faire les césariennes pour avoir plus d'argent et tout ça et tout ça. Mais je peux te rassurer que chez nous, on n'opère pas pour opérer. Hein. Il y a des patients qui viennent là, j'ai déjà préparé le patient et tout, il sera opéré le lendemain. Et puis le chef, il te dit non. Le chef, il dit non, lui, on ne l'opère pas. Parce qu'en soi, le patient, il s'était présenté quoi, peut-être 2 mois avant avec une douleur vraiment aiguë qui partait de, je sais pas moi, qui partait du bas du dos jusqu'aux orteils avec des hypesthésies, comment dire, il avait vraiment des symptômes qui étaient palpables et tu pouvais vraiment voir que le patient, il souffrait. Bah, une fois c'est arrivé que moi j'ai pris un patient comme ça, il était venu il y a de cela 2 mois avec des douleurs, il n'arrivait même pas à bouger. Et puis maintenant, quand il se présente pour qu'on l'opère, quoi, 1 mois après, il n'a plus de symptômes, il n'a plus rien. Donc, moi je finis comme ça, je présente le patient, je dis oui, il y a de cela 2 mois, il s'est présenté pour ça, pour ça, pour ça, le patient il a tel âge, il fait tel boulot, le boulot aussi, c'est aussi ça qui peut aussi causer les douleurs. On avait fait les radios, il n'y a pas de fracture, donc on estime par rapport, parce qu'il a aussi fait une IRM, un scanner, et du coup on se rend compte que il a une hernie discale. Mais sauf que quand il se présente le jour de l'opération qui était prévue, le chef il estime que ce n'est plus nécessaire parce que le patient il est schmerzfrei, il n'a plus rien, il n'a plus aucun symptôme. Donc, si on veut vraiment, il est proposé au patient, si tu veux vraiment qu'on t'opère, on te fera une autre opération. Sauf que l'opération là, ça incluait qu'on allait, comment dire, on allait Versteifen, comment on dit Versteifen? On allait pas durcir sa colonne vertébrale, mais la rendre plus stable, plus stable. Donc voilà. Et lui ne voulait pas ça parce que ça incluait qu'on allait mettre du métal dans son corps. Il ne voulait pas. Puis le chef a dit non, je ne vais pas t'opérer pour t'opérer. Il y a de cela 2 mois, cette opération aurait été valable. Mais maintenant, tu fais toujours le même boulot. La douleur, elle va revenir. Et tu n'as plus de symptômes. Si je dois réellement t'opérer et si vraiment ça doit même être nécessaire, je te fais cette opération-là de Versteifen. Mais si tu ne veux pas ça, tu rentres chez toi. Et puis le patient ne voulait pas. J'ai dit ok, d'accord, bye bye. On ne supplie pas les patients pour les opérer en soi. Que tu opères pas, on aura toujours le salaire en fait. C'est ça qui est bien dans les hôpitaux universitaires, je trouve. Il y a Loulou Ndiaye qui dit la vidéo. Je ne sais pas de quelle vidéo tu parles. Je ne sais pas. Ah, il y a une Ilena qui dit j'ai remarqué qu'on opère beaucoup ici en Allemagne. Oui, mais c'est dans quoi? C'est dans quelle station? C'est quoi exactement comme opération? Est-ce que c'est tout et n'importe quoi? Il faut voir. Bon, il y a des patients, il n'y a pas que celui-là. Il y avait une autre qui était venue, il y a de cela. Elle était venue quoi? Une semaine avant l'opération. On l'avait opéré à la colonne vertébrale, sauf que la cicatrisation n'était pas effective. Ça continuait toujours, il y avait toujours des liquides qui sortaient de la plaie, elle n'était pas fermée, alors que normalement la plaie, après 2 semaines, ça doit être fermé. On retire les points de suture et tout. Mais sauf que chez elle, c'était pas fermé. Donc, elle s'est présentée quoi le lundi. Et quand moi, je revois la patiente le jeudi pour qu'on l'opère, et quand tu m'as opéré, c'est juste une révision, c'est juste une, comment dire, on va juste nettoyer la plaie et puis encore la refermer. Donc, et mettre aussi un antibiotique. Mais sauf que quand moi je l'ai vu le jeudi, il n'y avait plus de liquide qui sortait, la plaie était complètement sèche. Et du coup, moi, j'ai présenté la patiente au chef et à tous les collègues parce qu'on a toujours aussi une réunion dans l'après-midi à 15h où tu dois présenter les patients qui seront opérés le lendemain. Et moi, je présente la patiente et je dis, mais par contre, elle était là le lundi, mais sauf que moi, quand je revois la patiente là,
sa plaie, elle est sèche. Il n'y a plus de séreuse, il y a plus de pus, il n'y a plus de liquide qui sort, c'est sec. Et elle avait utilisé un, comment ça s'appelle? Zalbe, une pommade que son médecin avait prescrit pour faciliter la cicatrisation. Et c'est un travail d'équipe en fait. C'est pour ça que même quand les patients ils sortent de chez nous, en fait, on leur dit toujours après tu dois suivre, après c'est ton médecin traitant qui doit te suivre, qui doit contrôler la plaie, qui doit retirer les points de suture. Tu vas plus revenir ici pour faire ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est toujours un travail d'équipe. Et elle a vu son médecin juste après, le lundi en soirée, juste après être venue à l'hôpital. Elle a vu son médecin. Son médecin a prescrit le truc. 2 jours plus tard, quand elle revient, sa plaie est sèche. Et quand j'ai dit ça à mon chef, il était un peu sceptique. Je lui ai dit, je peux vous montrer la photo. Donc, du coup, il me dit, c'est pas grave, je vais voir la patiente là tout de suite. Donc, du coup, on fait rentrer la patiente et lui-même aussi constate que la plaie, elle est sèche. Donc, du coup, on a annulé l'opération. Donc, non, on n'opère pas juste pour opérer. Et après, mais comme je t'ai dit, Winnie, il faut préciser, c'est dans quoi. Je sais, quand j'ai une gynécologie, on dit souvent qu'on opère pour opérer. Après, je sais pas, hein, c'est chacun qui voit. Moi, par rapport à mon expérience, je suis maman, j'ai accouché par césarienne et je n'estime pas qu'on m'a opéré pour m'opérer. Et c'est pas parce que je suis médecin, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Je n'étais pas en capacité. La grossesse, non, la grossesse en soi ne m'a pas traumatisée, mais l'accouchement, ça m'a traumatisée. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, j'ai la cicatrice. Ça me fait toujours bizarre. Mais bon, pour moi, j'estime que c'était nécessaire. Encore que même le médecin, elle était jeune, elle était en spécialisation, elle ne voulait pas réellement. Mais non, je me suis dit non, je vois, je souffre trop. Mon enfant aussi, elle souffre. Elle souffre dans mon ventre à chaque contraction. Donc non, on opère. Et puis ça va, c'est bon. Je préfère être en vie, je préfère que mon enfant soit en vie au lieu de me dire non, je veux absolument pousser. Bref. Il y a Teresa qui dit, moi j'étudie aux États-Unis et j'ai pas encore pratiqué. Bravo ma chérie, bravo. Les États-Unis là en plus, je sais que vous avez d'abord 4 ans où vous faites une prépa et après maintenant vous pouvez entrer réellement pour dire que vous allez faire la médecine et tout. C'est pas évident là-bas, hein. Beaucoup de courage. Il y a quoi encore comme question? S'il y a un peu une question. Winnie dit qu'elle travaille en neurologie. Tu fais quoi en neurologie, ma chérie? Je fais quoi en neurologie? Parce que moi, en neurologie, là, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Ça m'a toujours dépassé. J'ai trop souffert pour passer l'examen là. Bien que je l'ai passé en une fois, mais j'ai estimé que j'avais fourni trop d'efforts pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre. La note que j'ai eue, c'était vraiment le minimum, tellement que mon cerveau n'en pouvait plus. Comment dire? Non, c'est une matière qui m'a trop dépassé. Même. Je ne peux même pas comprendre quelque chose là-bas. Mais en tout cas, neurologie, c'est pas neurochirurgie. Il faut faire la différence. Neurologie, c'est pas neurochirurgie. Et je ne pense pas que les neurochirurgiens, ils vont aller opérer le cerveau pour le plaisir d'opérer un cerveau. Franchement, soyez honnête. Non, le cerveau quand même. Si ce n'est pas indiscret, quel est le salaire moyen d'un médecin en Allemagne par rapport à l'Italie? Ah, ma chérie! C'est qui a posé? C'est Inès qui a posé la question. Comment dire, je ne veux pas dire médecin pour dire médecin. Ce que un médecin en spécialisation en Italie touche. Attends, quand je me rappelle là, il y avait un collègue là, quand je travaillais aux urgences, il avait dit il n'était pas entré en spécialisation parce qu'il estimait que le salaire était trop minable. Et donc, du coup, le salaire, c'était quoi? Il m'avait dit c'était un 1400 et quelque chose, tu vois. Donc, j'exagère, même disons même 1500. Disons même 1500, franchement. Maintenant, en Allemagne, comme j'ai dit, ça dépend déjà dans quel état tu es, dans quel Bundesland tu vis. Ça dépend maintenant si tu fais les gardes, si tu fais les Rufdienst aussi, les services là qu'on t'appelle, que tu dois rapidement venir. Maintenant, si tu es en chirurgie ou pas, parce que si tu n'es pas en chirurgie, on va pas t'appeler. Et donc, du coup, ça dépend aussi de la classe sociale à laquelle tu appartiens, de ta situation familiale, comment est-ce qu'on va te couper les impôts, tout ça. Mais en tout cas, je peux te dire que un médecin en spécialisation en Allemagne, il touche bien sa vie.
Il touche bien. Oui, 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 oui. Franchement, non. Dis que tu vas souffrir comme tu as souffert là, tu as étudié pendant 6 ans, tu es passé le temps à manger la pasta, tu manges la pasta avec le pesto, tu manges la pasta la, quoi, pomodoro, tu manges pasta pesto, pasta carbonara, c'est quand tu as quand même les moyens. C'est pas donné la pasta carbonara. Je dis la vraie carbonara que tu fais maison et tout, il y a les ingrédients quand même que tu dois mettre dedans. Mange pasta par-ci, mon ami. Non, c'est même pas pour continuer à vivre comme ça. Après, tu vas aller, tout le temps, tu dois écouter les problèmes des gens là-bas à l'hôpital. Dis que je vais toucher quoi, 1005 quoi, pour la spécialisation. Et en plus, les médecins qui sont pas en spécialisation, ils touchent mieux que ceux qui sont en spécialisation. C'est pour ça qu'il y en a. C'est aussi pour ça qu'il y en a plus qui n'entrent pas en spécialisation, parce que c'est la galère là-bas. Tu travailles comme un malade pour combien? Non, 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 ma chérie, non. En tout cas, qu'est-ce que je n'ai pas dit? En Allemagne, là, si je peux te donner une tranche, si tu es en couple, tu es marié avec un enfant, maintenant, comme je dis, ça dépend. Si aussi ton partenaire travaille, on peut te couper plus ou moins en fonction de ce que vous avez choisi, si c'est ton partenaire à qui on doit plus couper ou bien si c'est toi. Mais en tout cas, si c'est toi qu'on doit couper moins, tu vas te retrouver facilement à 3000. Donc tu vois que tu touches la moitié là. Maintenant, si tu fais encore les gâtes, tu as combien? Tu vois que ta vie dose. Ta vie dose, hein, Inès. Il y a Banéa qui demande comment tu vas. Je vais très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, Winnie dit un médecin pour 1500. C'est ça, ma chérie. Je ne mens pas, c'est 1500. Winnie dit que l'Allemagne, c'est le vrai bang. C'est un bang jusqu'à... Je te dis, c'est un bang jusqu'à... Parce qu'en plus, moi, il y a un autre médecin là que je suis à Vicenne qui, lui, qui est en France. Du coup, lui, il a étudié en France et tout. Et un jour, il avait parlé, en fait, de ses fiches de paye. Il avait montré ses fiches de paye. Pour un médecin en spécialisation, c'est la galère aussi là-bas. Ils sont dans les 1000 et quelques. Ils sont dans les 1000 et quelques. Non, non, gars, non, 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 je peux pas accepter ça. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je sais pas. En tout cas, j'étais arrivée à un niveau où je me suis dit, si c'est pas... Si je vois qu'en Europe, si ça ne donne pas, que je peux pas bien toucher ma vie, mieux encore même, je prends encore l'avion, je pars encore plus loin, je pars encore aux États-Unis là-bas, je fais même une reconnaissance et tout, mais que je touche bien encore qu'aux États-Unis là-bas, ils touchent vraiment, vraiment bien. C'est vrai que on va aussi dire ça. C'est vrai que je suis aussi un autre médecin qui est aux États-Unis. C'est vrai qu'ils disent que c'est aussi la galère chez eux en spécialisation, mais quand ils finissent, c'est la belle vie. Mais ça va voir. Moi, non. Pour moi, 6 ans, après 6 ans, je ne dois pas galérer. Non. Donc, peut-être même là-bas, je ne serais pas partie. Mais j'ai ma copine qui est en Belgique. Oh là là, j'ai ma copine qui est en Belgique. Elle est en spécialisation. Attendez que je vous raconte. Elle n'est même pas là. La go au travail. J'ai ma copine avec qui j'ai étudié médecine. Aujourd'hui, elle est en Belgique. Elle est en spécialisation en médecine du travail. Et où est-ce qu'elle a trouvé le boulot? La go, elle a une voiture de service. Et c'est pas une petite Toyota Corolla. La go, elle a une 4x4. Une belle voiture. Elle a... comment ça s'appelle? Elle a les bons d'essence aussi, gratuits. Et on dit qu'il reste seulement 1 minute, donc je parle vite et je quitte d'ici. Voici El Casimiliana qui dit même les infirmiers ne touchent pas 1500 en Allemagne. Tu vois, ma chérie, tu vois. Peut-être je vais relancer le live, je sais pas. Tu vois, même les infirmiers en Allemagne ne touchent pas 1500. Sérieux, c'est abusé. Donc, je disais, ma copine en Belgique, là, elle a une voiture, une belle voiture, elle a les bons d'essence. La visite technique, c'est toujours son entreprise qui l'a fait. En fait, la voiture est complètement prise à la charge de l'entreprise. Et aussi, elle touche plus de 3000 euros. La go, elle a plus de 3000 euros de salaire. Vous vous rendez compte, avec tous les avantages qu'elle a. Je pense qu'elle a aussi les bons pour faire les achats alimentaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Quand même, l'Italie... Non. En fait, l'Italie, c'est bien parce que ça te donne un bon diplôme. Un diplôme, tu vois, de l'Union européenne. Après, tu pars où tu veux. On ne voit pas pourquoi est-ce que je vais rester cantonné là-bas. Non, 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 on souffre trop là-bas.
Si tu viens ici, il faudra recommencer beaucoup de choses. Oui, Teresa, c'est vrai. Please, Marianne, n'oublie pas de me répondre en DM. Ma chérie, si tu m'écris là-bas, je vais te répondre, promis. Mais là, il reste 42 minutes, donc du coup, je pense que je vais partir. Je pense que je vais partir. Je pense que j'ai donné assez d'informations pour tous ceux qui veulent venir en Allemagne et tout. En tout cas, à vous de voir. Il n'y a que la langue. Après la langue, vous avez accès à la belle vie. Donc, je ne sais pas par contre comment est-ce qu'on arrête le live. Peut-être je vais laisser que ça s'arrête seul. Il y a Laurie qui dit, franchement, ça sert à quoi ces comparaisons? Ça sert à voir si tu peux avoir mieux dans la vie. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Je vais toujours comparer. Pour moi, ça me sert à voir si je peux pas obtenir mieux. De rien, Emma. Bye bye.